on va débuter donc ce premier webinaire webcall donc organisé par le Comité régional du tourisme d'Occitanie. Donc au nom du directeur et de toute l'équipe du CRT, je vous souhaite la bienvenue sur ce premier webcall Occitanie. Ce webcall s'intègre dans une stratégie que nous proposons au niveau du CRT en faveur des offices de tourisme. C'est un nouvel axe que nous allons développer toute cette année. Et tous les troisièmes mardis de chaque mois, avec Audrey ou un autre consultant, nous vous proposerons donc un temps dédié à la qualité en lien avec le référentiel, en lien avec les visiteurs mystères, en lien avec tout ce que vous connaissez autour de la qualité, autour de notre référentiel qualité tourisme, mais également autour du référentiel qualité tourisme Occitanie Sud de France. Donc, une démarche de progrès à travers ces webinaires qualité. Donc, on vous souhaite bien évidemment la bienvenue. On vous souhaite de venir régulièrement nous rencontrer, poser vos questions, voir ce qu'il en est par rapport à cette évolution de la marque Qualité Tourisme. Et aujourd'hui, donc, nous allons traiter quelque chose qui concerne bien évidemment le questionnement. Donc là, je laisserai bien évidemment la parole à Audrey. Mais avant de commencer, je vais vous donner les règles pour ce webinaire. Alors, comme l'a précisé tout à l'heure Audrey, ce webinaire, donc seul Audrey et moi avons la parole. Oui, je sais, on parle beaucoup, mais là, aujourd'hui, on est très nombreux. Donc, pour discuter, pour échanger, on vous invite à converser à partir donc de l'onglet converser plutôt que questions-réponses. Donc converser pour nous c'est beaucoup plus simple et régulièrement je regarderai et on fera donc un stop pour répondre aux questions. Donc ça c'est la première chose. Je vous demande également de faire attention en fin du séminaire. Nous proposerons un sondage pour voir comment vous avez trouvé ce séminaire. Et donc, je vous demanderai de bien vouloir y répondre avant la fin du séminaire. Voilà. Pour nous, c'est un indicateur qui va nous permettre de continuer ou pas ces rendez-vous mensuels. Voilà, donc je vais donner rapidement, je donne la parole à Audrey et je vous souhaite donc un webinaire, un webcall très, très dynamique, très enrichissant et je vous dis à tout à l'heure. Allez, écoutez, bonjour également à tous. Je suis ravie de me retrouver avec 64 quand même offices de tourisme, enfin représentants des offices de tourisme de l'Occitanie sur ce premier webcall. Comme le disait Véronique, en effet, dédié et orienté sur le référentiel qualité. Et pour ma part, j'ai le plaisir d'en animer 4 donc sur 4 mardis et on va travailler ensemble principalement sur la thématique de la visite mystère et plus particulièrement sur le traitement de la demande du client. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble, je vais vous partager immédiatement mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, on va principalement être orienté sur le traitement de la demande et surtout sur un axe fort du traitement de la demande qui est vraiment la notion du questionnement. On va parler de l'art du questionnement en office de tourisme et surtout voir son importance. Son importance, elle est aussi en lien direct avec votre référentiel qualité tourisme, partie visite mystère, mais aussi pour l'audit complet, ça sera testé à distance, sur ce fameux critère qui a un coefficient 9, donc qui représente 9 points et qui est quand même très important, et qui stipule que la demande du client est explorée pour permettre une bonne prise en charge, appréhender les centres d'intérêt pour lesquels le visiteur est venu de la destination. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on vous en parle. Certains ont même déjà été audités sur l'été passé. Et nous avions également eu le plaisir de faire un premier retour des visites mystères. Et il est vrai que sur ce critère spécifique, il y avait beaucoup d'offices de tourisme qui avaient des difficultés à atteindre le très satisfaisant, voire le satisfaisant, car dans nos métiers, malgré notre professionnalisme et notre expertise, on rentre parfois dans certaines habitudes et ces habitudes nous empêchent finalement de nous recentrer sur le client, sur sa demande et donc de rentrer dans cette phase dite de questionnement. Alors, l'art du questionnement, c'est vraiment important de parler de cette notion d'art parce que c'est un art
redoutable finalement pour celui qui le maîtrise et c'est finalement en tirer parti. C'est un art qui est utile dans de nombreux contextes. Bien sûr, la compréhension du client, la relation, l'amélioration même de nos relations, la vente, la négociation, mais aussi dans certains cas pour le management. Et questionner pertinemment votre interlocuteur vous permet de comprendre finalement le sens profond d'un besoin qui est parfois mal exprimé par ce dernier. Les clients arrivent en office de tourisme avec des envies parfois assez diffuses, voire peu explicites. Et c'est tout l'art de notre questionnement qui va nous permettre de mieux cibler finalement ce besoin, de lui permettre de mieux l'exprimer et ainsi de lui apporter une réponse qui va être extrêmement pertinente, personnalisée et surtout et avant tout, qui va nous permettre de vendre notre territoire. Un simple pourquoi, finalement, qu'on va poser à notre client, ouvre la porte à un dialogue. Un comment peut permettre de lever un doute ou un malentendu. Ainsi, finalement, questionner va vraiment vous aider à glaner de précieuses informations et c'est ce sur quoi il faut être attentif. Questionner ne signifie pas non plus simplement poser de simples questions. Ce serait effectivement trop simple. L'important, c'est de poser les bonnes questions, comme on vous le dit, au bon moment. Et pour cela, vous avez deux outils aussi qui vous sont très utiles à vous, experts du conseil en séjour. C'est bien sûr l'écoute active, dont nous allons parler, mais aussi la reformulation. Et la reformulation fera d'ailleurs l'objet d'un webcall dédié et spécifique pour vous aider toujours plus dans cette action finalement de traiter la demande du client. Donc, il y a aussi un dernier point sur lequel on doit être attentif pour bien poser les questions, donc pour bien traiter la demande du client, et c'est bien sûr la communication non verbale sur laquelle on va faire un point. L'écoute active. Hop. Voilà, pardon. L'écoute active est une activité qui demande quand même pas mal d'efforts, il faut le savoir. C'est pas si facile finalement d'écouter réellement. Autant l'ouïe est une capacité qui est physique, autant l'écoute est une vraie capacité sociale qui est basée vraiment sur la relation qu'on a avec le client. Celui qui écoute, il est souvent pas concentré finalement sur les paroles de l'autre, mais plutôt sur ce qu'il va pouvoir lui répondre quand viendra son tour de parler. Il attend un peu son tour. Et ça, je pense que ça vous est tous arrivé, et ça nous est tous arrivé. En effet, nous sommes à l'accueil de l'office du tourisme, un client nous pose sa question, nous sommes au-delà de l'écouter, d'être attentif à sa demande, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir lui apporter comme réponse. Donc finalement, on n'est pas centré sur lui. En fait, on n'écoute pas vraiment notre interlocuteur et on se perd même nous directement dans nos propres pensées, comme je vous le disais dans notre cas, parfois dans nos propres habitudes de travail où à une question, on a souvent une réponse. L'écoute active, elle consiste donc vraiment à écouter son interlocuteur, dans notre cas notre client, avec attention et lui retourner ce qu'il dit, c'est-à-dire ses pensées, lui permettre de comprendre, de reformuler par lui-même l'information qu'il nous a transmise, mais ça peut être également de lui faire un retour sur son ressenti, ses sentiments. Est-ce qu'il a quelques craintes? Est-ce qu'au contraire, il a beaucoup d'envie, donc beaucoup de joie? Et ça va aussi nous permettre de lui apporter de bonnes réponses. L'écoute active, être centré, concentré sur le client. Pour poser des questions, ça va être important d'être vraiment focus sur notre client. Ça va vraiment nous permettre de comprendre réellement ce que notre client, ce que notre visiteur attend. Ça va aussi nous permettre d'intercepter les non-dits ou des sous-entendus, de développer une relation plus harmonieuse et bien sûr de valoriser aussi notre client en le laissant s'exprimer le plus souvent. Donc, l'écoute active va être pour nous, en tout cas, dans le traitement de notre demande, un outil essentiel, une action majeure pour nous permettre de bien comprendre la demande du client. Mais dans cette écoute active, et comme on l'a dit tout à l'heure, avant même de poser la question, il faut également que nous ayons notre non-verbal qui soit adapté. Notre non-verbal est un de nos outils également essentiels dans notre communication et qui nous permet de transmettre des informations au client, mais également quand on est dans une écoute active, centrée sur le client, d'être donc attentif à son propre non-verbal et donc d'avoir des informations complémentaires. Vous le savez tous, le non-verbal, dans notre communication, on utilise tous des mots,
On utilise ce qu'on appelle du paraverbal, c'est-à-dire le rythme, le timbre, le volume de notre voix. Et on utilise bien sûr toute une partie de notre non-verbal qui sont notre posture, nos gestes, également nos micro-gestes, hein, le regard, le sourire, les sourcils qui se lèvent, bref, tout cet habillage de notre non-verbal. Et quand on communique, on utilise ces 3 paramètres. Et comme vous le voyez sur le petit schéma, que pour certains, je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, le non-verbal, c'est 55% de notre communication dans le transfert du message, c'est 38% pour le paraverbal, et les mots, le verbal pur, le sens littéral du mot, lui, dans la compréhension du message, il vaut pour 7%. Donc, vous comprenez bien que là aussi, quand je suis avec mon client, dans le traitement de la demande et que je vais également être dans une action de questionner mon client, et je dois également être attentif à tout mon habillage non verbal, paraverbal et verbal, du mien, mais aussi de celui du client, pour m'assurer une communication la plus pertinente possible et surtout la plus compréhensible possible. Si on regarde un tout petit peu plus en détail, le non-verbal. Le non-verbal sur le paraverbal, dont je vous disais le timbre, le volume, le débit, le ton, permet en effet, en fonction d'où on va mettre l'accent, d'avoir un message qui est différent. Hein. Je vous laisse lire les 3 petites phrases en anglais. On met l'accent sur un mot avec un ton, un volume ou un timbre différent. Et en effet, la phrase peut avoir une compréhension différente. Et c'est vrai qu'il s'agit du premier vecteur de nos mots, cette notion de ce paraverbal. Sans même parfois voir les personnes, nous sommes capables de dire, au travers du paraverbal, si elle est plutôt nerveuse, si elle est plutôt détendue, si elle sourit, bref. Ça va vraiment nous donner aussi à nous des informations et donc nous donnons aussi des informations à notre client en fonction de notre paraverbal. Les éléments qui caractérisent notre voix, hein, je vous le mets, c'est le timbre, c'est vraiment le variant de très grave à très aigu. Il est quand même propre à chaque individu, donc ça fait vraiment partie d'un acquis dans notre vie. Le volume, c'est vraiment le niveau sonore qu'on adapte aussi en fonction du contexte et de l'auditoire. Entre eux, j'ai 2 clients, 10 clients devant moi, des personnes plutôt âgées, des personnes plutôt jeunes. Je vais aussi, pour m'assurer que le message et la compréhension passent bien, être attentif à mon volume. Le débit, c'est la vitesse à laquelle nous parlons. Hein. Là aussi, il faut prêter une attention toute particulière à notre débit, car plus on parle vite et moins on est compréhensif. D'accord. D'ailleurs, arrêtez-moi si je parle trop vite, hein, parce que j'ai que 60 minutes chrono, hein, bien sûr. L'intonation également, donc l'intonation, elle est vraiment essentielle. C'est vraiment le ton de la voix, c'est la variation que vous allez donner. Hein. C'est finalement, littéralement, donner vie aux mots. Le ton donne vie aux mots et va vraiment permettre de donner une information, une compréhension du message qui peut être très différente en fonction du ton que l'on y met. C'est un peu la mélodie, hein, de nos discours. Hein. Et c'est important de moduler le ton de notre voix afin de capter l'attention aussi de notre client ou bien, pourquoi pas, dans notre cas, vu que je ne vous vois pas, de réveiller un auditoire qui serait assoupi. Hein. La voix, du coup, peut se faire effectivement chaleureuse, plus froide ou encore plus puissante. Bref, c'est là aussi, vous devez en prendre conscience dans le traitement de la demande du client. Une partie de votre paraverbal qui est le ton va là aussi donner énormément d'informations et à vous, mais bien sûr aux clients. Toujours sur cette partie du non-verbal, on fait quand même un zoom sur la partie vraiment de la posture, du geste et des regards, hein, parce que la position également de notre corps va aussi donner des informations. De ce fait, quand je suis en écoute active, avant même de poser les questions, quand je regarde mon client, quand je suis centrée sur lui, je vois également son propre non-verbal, sa posture, ses gestes, ses regards, et donc forcément, j'ai également un certain nombre d'informations. La position générale de notre corps, l'inclinaison de notre tête, la façon dont on se positionne vis-à-vis de l'autre, envoie des messages qui sont inconscients à ce dernier. Donc ça aussi, ça va être quelque chose d'important parce que là aussi, sans même prononcer un mot, on est capable de lire diverses informations à travers l'attitude de notre interlocuteur, à travers l'attitude bien sûr de notre client.
le dos qui est droit, les pieds trop ancrés dans le sol, les mains qui sont trop contrôlées, le regard éventuellement fuyant, sont autant d'éléments pour nous qui projettent des problèmes de confiance en soi ou un certain parfois charisme au contraire pour certains. Le dos courbé vers l'avant, le regard fuyant, là aussi va nous donner un certain nombre d'informations comme par exemple de la nervosité de la part de notre client ou nous pourrions également le communiquer à notre client. Chacun de nos gestes est également inconsciemment interprété par l'interlocuteur et donc peut aussi déterminer l'issue de la conversation et la bonne information. Donc, c'est plus là aussi pour refaire un zoom avec vous sur le fait que traiter la demande du client et poser des questions, c'est aussi être dans une attitude non verbale qui est adaptée. Comme on dit, notre posture doit en général plutôt être assez ouverte, aller vers le client et en termes on va dire, de gestes et de regards, on est également toujours bien centré sur lui. On ne peut que rappeler la notion du sourire, qui est des gestes, qui est le message de l'accueil, de la bienvenue et donc de l'hospitalité. Il y a quand même un dernier point dont il faut parler par rapport à la notion du non-verbal, c'est la notion de ce qu'on appelle nos expressions faciales. Elles font partie de notre non-verbal, ce sont nos micro-expressions également, un sourcil qui se relève, le coin de la bouche qui frétille, l'œil qui frise, le front qui plisse. Certaines expressions, elles se génèrent, pardonnez-moi, de manière totalement involontaire par nos muscles, mais par contre, elles sont reconnues par l'autre comme des informations complémentaires que l'on va lui fournir. Il est donc là aussi d'y être attentif. Alors, on ne peut pas les contrôler. C'est des crispations de nos muscles qui sont naturelles et involontaires. Par contre, et c'est là où pour vous c'est important dans le traitement de la demande client, c'est d'être vous attentif aux expressions et aux micro-expressions de vos clients, car elles vous apportent également un certain nombre d'éléments, tels que vous le voyez au niveau de l'acteur, en effet, en fonction du regard qu'il va avoir, de la bouche qu'il va avoir, on va avoir de la surprise, du dégoût, de la colère, de la tristesse, un certain nombre de sentiments, d'émotions qui va apparaître et qui nous donnent également un certain nombre d'éléments. Donc, de fait, en tant qu'expert de l'accueil et du conseil, vous êtes donc avec votre client, vous êtes en mode d'écoute active et donc vous êtes attentif à ce qu'il va vous dire et attentif bien évidemment à l'ensemble de ce paramètre de communication non verbale par rapport à l'ensemble des messages qu'il va vous adresser. Vous allez donc pouvoir rentrer dans votre phase dite de questionnement. Questionner, si on revient vraiment à cette notion de question, c'est quoi? C'est aller du général à l'essentiel, au particulier. C'est de former des questions qui sont courtes. C'est bien sûr d'éviter de poser 2 questions à la fois. On va y revenir, là aussi. Si vous souhaitez une réponse, posez une première question. Attendez la réponse et ensuite posez une deuxième question. On a souvent tendance à poser 2 questions par système de rapidité, mais finalement, ça ne nous apporte que peu de réponses complémentaires. Toujours pareil, et on en a pour certains déjà parlé, on évite les styles négatifs. Ne pensez-vous pas que, là aussi, toujours dans notre partie verbale, on tend toujours à s'exprimer à l'affirmatif, car là aussi, de manière purement inconsciente, ça génère d'autres messages pour le client. On évite d'induire également les réponses dans nos questions. Il est vrai que je vois que Florence nous fait part d'une particularité avec la Covid sur notamment les signaux non verbaux. Il est vrai que le masque est un peu handicapant sur la partie des gestes et des micro-gestes. Il est donc essentiel de travailler davantage sur notre paraverbal, notre ton, notre volume et notre débit, qui, eux, vont nous permettre de faire passer les messages. Donc, vous l'avez compris, sur ce non-verbal, il y a le paraverbal et le non-verbal. Quand l'un est un peu diminué, et le Covid, en tout cas les équipements liés au Covid peuvent diminuer la perception du non-verbal, soyez peut-être plus attentifs au paraverbal. Je reviens à nos questions, et là nous allons parler, cette fois-ci, de 5 types de questions. Il y en a 2 que tout le monde connaît par cœur, qu'on utilise très souvent. On va en parler de 5 qui peuvent aujourd'hui vous être très utiles dans le questionnement client pour arriver à identifier concrètement et correctement son besoin, son attente et donc bien sûr
lui apporter la bonne réponse. 5 questions types. La première, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle les questions ouvertes. Elles sont effectivement très efficaces pour cerner les besoins et les attentes de notre client, afin aussi de mieux orienter notre discours. Idéalement, on commence notre entrevue par ce type de questions avec notre client pour créer aussi une atmosphère dite détendue. Ça permet de détendre aussi, de poser des questions. Ça crée la relation plutôt que d'être simplement dans la réponse immédiate. En entretien de vente, ce qui est votre cas, je vous le rappelle, votre objectif, c'est de vendre le territoire. On va utiliser ce qu'on appelle la méthode QQO-QQCP. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. C'est toujours la même règle pour la question ouverte. Ce sera toujours cette méthode qu'on utilise. Et donc, en général, la totalité de nos questions ouvertes vont démarrer avec ça. Qui vous accompagne? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Où allez-vous séjourner? Quand souhaitez-vous venir? Quel est votre budget? On ouvre en effet avec notre client sur une question ouverte et donc clairement on l'invite à s'exprimer et c'est vrai qu'en plus de manière relationnelle, la question ouverte tend à mettre notre interlocuteur plus à l'aise. Deuxième type de question, les questions fermées. Elles vous donnent la possibilité d'obtenir des réponses précise de valider, d'obtenir un accord ou un refus. Typiquement, c'est la fameuse question à laquelle on a le oui ou le non. Vous la connaissez également par cœur, mais en effet, elle est aussi très utile pour conclure éventuellement, pour s'assurer de la bonne compréhension et obtenir un accord ou un refus. Le prix est-il un critère pour vous? Oui, non. Ai-je répondu à votre question? Oui, non. Souhaitez-vous d'autres informations? Oui, non. Par contre, comme vous le constatez, ça valide une information, mais ça ne donne pas d'information lorsque je pose des questions fermées. On peut donc s'interroger dans notre traitement de la demande du client si la question fermée est très utile en début d'entretien. Ensuite, on a des questions qu'on appelle les questions partielles. En fait, ces questions, elles contiennent une partie de la réponse ou tout simplement, elles orientent un petit peu la réponse de notre client. On peut les utiliser pour ramener la discussion, par exemple, dans un bon axe, notamment quand le client part un petit peu sur diverses choses. On va pouvoir utiliser la question partielle pour le ramener vers nous. On appelle les questions partielles aussi des questions suggestives parce qu'elles suggèrent là une information pour orienter notre interlocuteur vers une réponse. Elles sont très utiles, vraiment quand notre client il commence à partir dans des discussions qui n'en finissent plus, quand lui-même finalement a du mal à clairement exprimer son attente. On va par exemple retrouver là-dedans ce type de questions. Vous dites cela par rapport à, vous hésitez parce que, vous comprenez bien que, et ça va nous permettre de réorienter. Derrière chacune de ces premières phrases de questions, on va mettre la suggestion que l'on souhaite. Vous comprenez bien que avec cette période Covid, les musées sont actuellement fermés. Donc, on va revenir recentrer par moment le client avec cette notion de questions partielles ou suggestives. On a également les questions qui s'appellent des questions relais. Elles servent à expliquer ce que votre interlocuteur vient dire. On peut les utiliser et on le voit d'ailleurs notamment parfois aussi sur un système de reformulation, on en reparlera, mais la question relais peut nous servir d'ailleurs à reformuler. Ça peut également l'amener à exprimer davantage sur le sujet en question pour qu'il développe un peu plus l'information qu'il est en train de nous dire. Elle nous ouvre la voie pour aller plus loin, pour aller au bout de l'information et obtenir vraiment la totalité de ce que nous souhaitons obtenir. Ce sont des questions finalement qui ne paraissent pas être des questions, mais par contre, elles s'articulent et elles articulent et fluidifient vraiment le dialogue avec le client. C'est des choses très simples. Mais quand un client vous pose effectivement, vous demande des choses, que ça ne vous paraît pas très clair, on va par exemple rebondir en disant c'est-à-dire, dans quelle mesure, dans quel sens. Et ça va simplement permettre c'est-à-dire de proposer au client de compléter le niveau d'information qu'il nous a donné sur le premier niveau d'information. Donc c'est vraiment pour permettre de vraiment rebondir sur le client, on lui repasse le relais comme son nom l'indique, et obtenir, nous, plus d'informations par rapport à son besoin ou à son attente. Vous le savez tous, parfois les clients ils rentrent dans l'office de tourisme, finalement, ils n'ont pas des attentes claires ni des besoins très clairs. Autant il y en a, c'est assuré, autant d'autres, ils arrivent vraiment, ils arrivent pour la première fois sur le territoire,
et ils arrivent vraiment avec on va dire, un panel d'attente qui est parfois même trop large par rapport à notre territoire. Ces questions nous permettent voilà, de recentrer et de faire préciser à notre client. La dernière question, c'est ce qu'on appelle les questions miroirs, comme son nom le dire, c'est la notion du reflet. Elles sont utiles notamment pour relancer le dialogue lorsque celui-ci notamment s'enlise ou voilà, par exemple quand le client commence à être là aussi toujours dans, comment dit-on le terme, dans l'indécision. Ça va vraiment nous permettre, voilà, là aussi, toujours d'amener notre client à nous donner plus de détails. Attention quand même, comme son nom l'indique, le miroir, le reflet, ça veut dire qu'on va reprendre les mots du client. Il faut juste être attentif pour pas qu'on tombe comment dire, dans une image un peu de perroquet à toujours répéter les mots du client. Hein. Ce type de question, elle n'est pas du tout agressive et plus subtile que finalement le pourquoi qui demande à son client plutôt de se justifier. Donc là, on va simplement reprendre. Quand le client dit « j'aimerais bien faire des activités dehors », c'est simplement reprendre en formulation question les mots qu'il a dit. On va dire « des activités dehors ». Et donc, on lui repasse effectivement la parole et le client va donc, en effet, venir développer les termes qu'il vient d'annoncer. On retrouve souvent cette question qui est très intéressante lorsque le client vous appelle ou vient vers vous et qu'il vous dit voilà, bonjour, je souhaiterais savoir ce qu'il y a à faire en termes d'animation ou d'événements. Là, on peut l'utiliser en disant mais voilà, des animations, point d'interrogation, pour l'aider à relancer parce que là aussi, vous le savez, parfois derrière le mot animation, derrière le mot activité, derrière le mot événement, chaque client ne met pas toujours les mêmes choses. Le fait de l'avoir relancé par une question miroir va permettre qu'il précise et donc bien évidemment, ça va nous permettre à nous d'être beaucoup plus pertinents dans notre niveau de réponse. Ces 5 questions peuvent être utilisées tout au long de l'entretien avec du client, en fonction bien sûr de sa demande, et doivent vraiment vous permettre à la fin d'avoir bien identifié son besoin, d'avoir bien identifié son attente, celle qu'on qualifie d'attente première, le premier niveau qui lui a fait passer la porte de notre office de tourisme, et donc de lui apporter la réponse qui va être la plus pertinente au regard de son besoin, et donc bien sûr personnalisée. Ça, c'est vraiment pour les 5 types de questions clés. Après, c'est vrai qu'en général, quand même, en Office, on utilise principalement la question ouverte et la question fermée, hein, vous le savez. Hein, c'est principalement celles-là que vous utilisez. Je vous les ai repositionnés dans un autre format, mais oui, non, ou le fameux QQO, QCCP, d'accord. Et pour ça, j'avais un petit jeu à vous proposer. Hop. Vous voyez tous à l'écran tout un ensemble de petits objets, tous aussi jolis les uns que les autres. Vous allez utiliser l'onglet discussion. Je vais vous demander de poser des questions fermées et uniquement des questions fermées pour essayer d'identifier parmi tous ces objets celui que j'ai sélectionné comme étant mon préféré. Je vous invite donc à poser des questions fermées. Je vois le fil d'actualité pour identifier quel est l'objet que j'ai sélectionné. Allez, c'est parti. L'objet est-il rouge? Tiens, 2 fois la même question. Non. Est-ce qu'il se mange? Non. L'objet est-il un animal? Non. S'agit-il d'un jouet? Oui. Est-ce que c'est jaune? Non. Est-ce en plastique? Eh bien, oui. Est-ce qu'il est rond? Oups, ça va trop vite. L'objet est-il blanc? Non. Est-ce bon pour le moral? Non, c'est pas du chocolat. Il est blanc? Non plus. A-t-il des roues? Non. Est-il rose? Non, stop. Pardon. A-t-il une lance? A-t-il une lance? Mais quelle est donc cette question? Il y a un objet qui a une lance? Allez, vous avez posé, je vous propose d'arrêter les questions, en tout cas fermées. Je n'ai pas idée de combien il y a eu de questions, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, mais j'ai bien envie de dire au moins une vingtaine de questions. Ouais, on est à 23 questions. 23 questions. Et comme vous avez pu le voir, malheureusement, vous n'avez pas identifié l'objet que j'ai sélectionné. D'accord. Pourtant, vous en avez... Quel était-il, Audrey? Quel était ton objet sélectionné? Alors, on va l'identifier différemment.
Voilà. Parce que maintenant, vous allez me poser des questions ouvertes pour essayer d'identifier quel est l'objet, bien sûr, que j'ai sélectionné. Je vous invite donc toujours dans le fil d'actualité, de discussion, à me poser vos questions ouvertes. Je vous lis. À quoi sert-il? À étaler de la pâte. Est-ce que je peux décrire l'objet? Il est long, rond, avec deux petits embouts. Quelle est la couleur principale? Je dirais un beige jaune. Le rouleau à pâtisserie Charlotte, Florence. Eh ben voilà, parfait. Que souhaitez-vous faire avec cet objet, Aurélia? Ben, pâtisser, bien sûr. Hein, ça fait du bien au moral en plus. Donc, vous l'avez compris, c'était le rouleau à pâtisserie. Donc, avant que vous ayez trouvé les réponses, je pense que nous avons dû avoir 5 questions. Oui, 5. 5 questions. Et donc, au bout de 5 questions, en effet, vous avez tout de suite réussi à identifier l'objet que j'avais sélectionné. On peut faire le parallèle avec cette notion d'attente, et c'est là où pour vous c'est très important et intéressant, c'est de toujours vous rappeler que poser une bonne question ouverte vous fera toujours gagner, du temps, parce que vous allez être beaucoup plus rapide et pertinent dans le retour d'informations vis-à-vis du client, et de mieux identifier le besoin initial et donc d'avoir une réponse pertinente. Comme on l'a dit tout à l'heure, la question fermée, elle est surtout utile pour valider, in fine, l'information que vous avez collectée ou l'information que vous avez comprise. Mais dans tous les cas, c'est avant tout la question ouverte qui va vous permettre de mieux comprendre le besoin. Après, n'hésitez quand même pas à utiliser les trois autres même types de questions qu'on a vues, et notamment la question relais et la question miroir, qui vont vraiment vous permettre de compléter ce niveau d'information collectée auprès du client. Un entretien de conseiller en séjour expert bien mené, ça peut être très rapide et extrêmement pertinent. Parce que du coup, en quelques minutes, vous allez comprendre ce que veut votre client et être là, voilà, vraiment lui apporter la bonne réponse. Donc, en conclusion, vraiment sur cette notion de question, c'est quoi? C'est que traiter la demande du client, explorer la demande du client, c'est avant tout gagner en efficacité, en temps, et donc bien sûr satisfaire votre client. Et nous allons voir tout de suite, par un petit atelier démonstratif, que même si ce que je suis en train de vous expliquer, vous le connaissez très bien et que vous le faites vous-même et que voilà, pour vous, ça fait partie des règles de votre métier, de votre expertise, que de savoir questionner le client pour comprendre son attente, et ben malheureusement aujourd'hui, parce que, comme je vous le disais, on est ancré dans des habitudes, on réfléchit avant même d'écouter le client, et ben on n'est pas toujours très performant. Nous allons donc faire un petit test, un petit appel à un office de tourisme. Alors, nous avons choisi de ne pas prendre l'Occitanie. nous allons aller en région Auvergne-Rhône-Alpes. On va aller à l'office de tourisme. Audrey, juste je précise que ce temps qui va suivre ne sera pas diffusé, ne sera pas enregistré. Même si vous voyez qu'il y a marqué enregistrement, nous ne le mettrons pas à disposition sur le site du CRT. Donc, on ne peut quand même que vous inviter tous, même si je sais pertinemment que vous êtes tous des professionnels, il n'empêche que, comme tout professionnel, on prend des habitudes de travail. Donc, ayez conscience de l'importance de mettre pour l'ensemble des conseillers en séjour de votre office un outil d'aide, un petit outil, un petit backup, une petite feuille à côté de l'accueil pour me souvenir, pour se souvenir que lorsque le client il m'appelle, que lorsque le client il me pose une question, avant de vouloir lui apporter la réponse, avant même de réfléchir à la réponse que je vais lui apporter, je dois d'abord réfléchir aux questions que je vais lui poser. Et c'est vrai que dans les questions que l'on doit poser, on trouve des questions qui sont en principe essentielles. On devrait toujours s'assurer de savoir, avant même de répondre au client, est-ce qu'il est déjà venu chez nous ou est-ce que c'est sa première venue? Pour combien de temps il est sur notre territoire? Avec qui il est? Est-ce qu'il est en famille? Est-ce qu'il est avec des enfants? Parce que ça, forcément, ça va réorienter ou orienter notre réponse. Qu'est-ce qu'il aime faire? Quels sont ses centres d'intérêt? Alors, dans ces questions-là, à vous, bien sûr, de les reformuler au sein de votre entreprise, de votre office, pour identifier celles qui vous souhaitez formuler. Mais ça, ce sont quand même des choses essentielles qu'il faut noter.
Et puis ensuite, il y a des questions dites supplémentaires. Est-ce qu'il a déjà un hébergement? Est-ce qu'il a un mode de transport? Tout ça, ça va vraiment vous permettre d'orienter derrière la réponse formulée pour qu'elle soit pertinente, claire, précise et bien sûr personnalisée. Armel nous demande, est-ce qu'il peut répondre en parlant de ses propres expériences, d'où bonne connaissance de son territoire? Bien sûr, ça après, c'est des techniques plus, je dirais, de vente. C'est-à-dire que lorsque l'on va répondre, on peut aussi faire état de ses propres conseils. Je prends l'exemple de la question sur la famille. C'est vrai que si vous avez vécu une expérience avec vos propres enfants que vous avez trouvée vraiment intéressante, vous allez pouvoir en parler de manière extrêmement attractive et ça va finir de convaincre le client. Mais parce que le conseil sera une forme de réponse et qui sera adapté et personnalisé à la demande du client. On arrive à la fin de ce webcall, c'est extrêmement rapide, 60 minutes chrono. Je pense que c'est bon, je ne sais pas s'il y avait des questions complémentaires. Voilà. Pour moi, l'important, c'est que vous reteniez vraiment que la première chose à faire lorsqu'on est en contact avec le client, c'est lui poser en effet les bonnes questions et être dans un principe d'écoute active. Ça va vous prendre peu de temps et ça va vous permettre très vite d'être précis dans votre réponse. J'ai été ravie d'être avec vous. Je laisse Véronique reprendre la main. Oui, merci Audrey pour toutes ces informations et comme je l'ai précisé, on va retrouver bien évidemment toutes ces informations sur notre site internet à la rubrique des webinaires. Mais là, je vous invite avant de nous quitter à répondre rapidement et très simplement au sondage que nous vous proposons afin que nous puissions avoir les réponses avant que vous partiez. C'est très important pour la continuité de nos webinaires, de nous préciser si effectivement ça a bien répondu à vos attentes, si c'était utile. Et tout ce dont va parler Audrey à l'avenir répond aux exigences du référentiel. Donc, le questionnement, la reformulation, l'élargissement. Donc, tout ça, c'est une série de webcalls qui sont très complémentaires les uns par rapport aux autres. Et vraiment, par rapport à tous les offices qui cet été, parce que cet été, je l'espère, que nous aurons donc les audits visiteurs mystères, donc mettre tout ça en application et voir comment optimiser justement ce questionnement, parce que c'est vraiment un écart que l'on retrouve systématiquement dans les visites mystères. Donc, bien évidemment, avec les relais territoriaux, on est là pour compléter les propos, les accompagnements qui sont proposés dans le cadre de ces webcalls. Encore une fois, merci à tous, merci de votre implication sur cette démarche de progrès qui est vraiment quelque chose d'important en Occitanie. J'espère vous revoir très prochainement. Si on ne peut pas se voir en face à face, eh bien, on se verra à distance, mais sachez que bien évidemment, on est à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider au mieux dans cette démarche de progrès. Merci à tous.